Alors, la période que vit la communauté scientifique vous semble-t-elle être l'aube ou le crépuscule de grandes découvertes scientifiques et pourquoi en fait? Oui, c'est une très bonne question parce que jusqu'à très récemment, les gens disaient mais il n'y a plus de grandes révolutions comme la révolution quantique ou la révolution relativiste d'Einstein, où il n'y a plus de grandes théories absolument nouvelles, où il y a un changement de paradigme, etc. Mais en fait, je pense que ce n'est pas forcément vrai. D'abord, il y a eu de grandes avancées. Il y a eu le boson de Higgs dernièrement, il y a eu la théorie de l'inflation en cosmologie qui ont bouleversé, du moins apporté un grand plus. Peut-être pas une nouvelle théorie complètement différente, mais un grand changement de notre compréhension de l'univers. Cette découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers, cette énergie sombre, comme on l'appelle, dark energy, qui personne n'avait pensé que l'univers accélérerait son expansion. Tout le monde pensait que l'univers était en ralentissement. Et tout d'un coup, il y a 20 ans, on a découvert que l'univers est en fait en accélération. Et qui dit accélération, dit il y a une énergie qui fait que cet univers reçoit une impulsion comme ça et qui pousse les galaxies à s'éloigner de plus en plus vite les unes des autres. Donc on a fait des découvertes majeures dernièrement et on n'a toujours pas résolu toutes ces questions. On ne sait toujours pas ce que c'est que cette énergie sombre, on ne sait toujours pas pourquoi l'univers accélère son expansion. Il y a aussi toutes les découvertes des planètes, des exoplanètes. Et aujourd'hui, on se demande quand est-ce qu'on trouvera de la vie? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, proche, lointaine, de la vie primitive, de la vie développée, avancée, évoluée? Donc il y a des choses à découvrir, il y a des choses importantes qui probablement marqueront le siècle, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y aura de nouvelles grandes théories, comme la théorie d'Einstein ou la théorie du Big Bang ou les théories de mécanique quantique, etc. On n'en sait rien. La science est comme ça, elle avance, et puis d'un coup il y a un saut. On ne sait jamais prédire quand est-ce que ce saut va se faire et où il se fera. Sinon on se jetterait tous dans cette direction-là. On sait qu'il va y avoir un saut, il faut y aller là-bas, mais on ne le sait pas. Donc on ne sait pas, mais on sait qu'il y a de grandes découvertes qui nous attendent. Comme j'ai dit, il y a des formes de vie peut-être, il y a des genres de planètes, il y a cette inflation qu'on n'a toujours pas maîtrisée complètement, cette énergie sombre de l'univers, et ça c'est uniquement dans le domaine de l'astronomie. Ensuite, dans d'autres domaines évidemment de la biologie, etc., il y a sûrement des choses extraordinaires à trouver, à découvrir. Et je pense que l'un des aspects formidables de la science, c'est cette imprédictibilité. C'est cet effet de surprise, qu'on pense qu'il n'y a rien dans ce domaine et puis tac, on découvre quelque chose. Et donc il ne faut pas trop s'impatienter, voilà. Alors, comment définissez-vous le terme de critique dans le langage scientifique? Cela nous paraît fondamental de le définir au minimum avec une définition entre guillemets accessible, dont s'entend tous les scientifiques bien entendu. Car en observant attentivement les différents débats, les échanges entre les scientifiques, on a l'impression qu'ils confondent la critique avec un mécontentement entre guillemets égoïste de leur part. Ouais. Non, effectivement, il faut toujours se souvenir que la science, c'est fait par des humains. Et ces humains, ils ont leur personnalité, ils ont leurs défauts, ils ont leurs faiblesses. Seulement, c'est une entreprise collective aussi. C'est ça ce qui est important à saisir. C'est que moi j'ai mes défauts, moi j'ai mon ego, et moi je n'aime pas que ce soit la théorie de quelqu'un d'autre ou le papier de quelqu'un d'autre qui est cité et qui devient en vogue. J'aimerais bien que ce soit que mes papiers qui dominent, etc. Parce que nous sommes faits, parce que nous sommes humains. Mais en même temps, la science, à la fin, elle fonctionne collectivement, elle fonctionne globalement. Il y a donc ce peer review, c'est-à-dire cet effet de chacun doit soumettre ses travaux à la lecture d'autres, à la critique d'autres. Un papier n'est jamais publié sans qu'il ne soit envoyé au référé.
qui doivent le lire, qui doivent essayer de le décortiquer, d'envoyer leurs critiques à l'éditeur et au chercheur qui l'a soumis, faire des corrections, le resoumettre une deuxième fois, etc. Et ce n'est que par ce travail de soumission, resoumission, correction, critique, etc. qu'on aboutira et on arrivera à des résultats qui seront de plus en plus corrects. Maintenant, évidemment, on n'est jamais content lorsque les gens nous critiquent. Et peut-être qu'on ne le fait pas toujours de manière tout à fait objective, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour essayer d'améliorer le travail, on le fait parfois pour essayer de faire tomber l'autre et de lui montrer que ce que tu dis c'est pas correct. Mais comme j'ai dit, il y a tout ce processus collectif qui fait que même si moi je le fais de manière négative, même si moi je ne le fais pas pour les bonnes raisons, à la fin tout ce travail collectif il aboutit au bon résultat. Mais je crois que à travers mon expérience avec les scientifiques dans les conférences, dans les papiers qui sont soumis, dans les échanges, dans les critiques, etc. Je crois qu'il y a grosso modo, peut-être pas dans chaque cas individuel, mais grosso modo, il y a cette attitude de essayons d'améliorer le travail, essayons de trouver ce qu'il y a encore mieux et que le but c'est toujours d'améliorer et de non pas faire tomber le travail d'autrui. Donc il faut accepter cet élément humain des scientifiques, mais il faut aussi faire confiance à toute cette entreprise scientifique collective qui, à la fin, quels que soient les défauts individuels, va faire aboutir à des résultats positifs. En fait, l'esprit que vous avez bien mis en évidence, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les échanges des scientifiques sont comme deux personnes sur un sable mouvant. Oui. La personne qui donne un coup enfonce l'autre, l'autre répond et en fait, c'est un brouhaha et qui véhicule paradoxalement une image faussée de la science, c'est-à-dire que la science, comme son nom l'indique, est plutôt un aspect féminin. Donc elle est productiviste par essence. Oui. Or, l'échange qu'on a, on a l'impression, je dis bien on a l'impression, mais après, vous êtes bien placé pour le mettre en évidence, on a l'impression qu'effectivement c'est un brouhaha qui est d'une stérilité sans précédent. Non, c'est parce qu'on a mis dans la science, dans l'entreprise de la science, dans la façon dont on fait la science et dont on fait avancer la science, dans l'entreprise de la science, on a mis des mécanismes qui font que, même si moi, quand je reçois votre papier, voilà, ça c'est votre papier, vous venez de publier, je le lis, je dis, ouais, ça me plaît pas du tout, moi je veux pas que ce soit correct, tout ça, je vais essayer de tirer dessus autant que je veux. Mais en fin de compte, lorsque j'envoie mes critiques de votre travail, je l'envoie à l'éditeur. Et donc l'éditeur va lire, il va dire « Oui, mais cette critique, elle ne vaut pas. Non, c'est pas correct ce que vous dites. Attendez, ce qu'il a dit au début, c'était correct en fin de compte. » Et puis j'envoie à quelqu'un d'autre. Et donc ce travail collectif, à la fin, il fait ressortir ce qui est véritablement correct. Donc même si moi j'essaie de vous critiquer, mais à la fin, quelqu'un d'autre va voir que ma critique, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait objective, que bon, il y a quelques éléments qui sont vrais, mais le reste, c'est pas vrai. Et donc en faisant tout ce tri, à la fin, on arrive à faire ressortir ce qui est vraiment correct.